Voilà, bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus à cette formation du samedi avec notre groupe Alliance pour le succès. Nous allons aujourd'hui, tout à l'heure, je disais déjà aux participants qui sont arrivés un peu plus tôt que nous sommes supposés parler du programme du PIF, c'est-à-dire Pay It Forward, dans le cadre de RNBNB. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un sujet beaucoup plus d'ordre beaucoup plus général. Nous allons parler de la crypto. Ça, c'est sur proposition de l'une de nos leaders. Et je pense que ça, c'était très, très bien pensé. Je disais, j'ai toujours encouragé à s'imprégner de cette nouvelle technologie-là, la blockchain, qui vient, bien sûr, avec la crypto-monnaie. Et je pense que si j'encourage dans ce sens, il va falloir également que je mette les gens dans le bain, n'est-ce pas? Que nous devenions des experts dans la crypto-monnaie. Et j'espère que ma contribution dans ce sens-là, ça va aider beaucoup d'entre nous à améliorer non seulement les connaissances, mais à en tirer aussi profit. Parce que la crypto-monnaie, ça comporte beaucoup de choses. On va jusqu'à parler des investissements à long terme, on parle du trading, on parle de plein de choses. La crypto-monnaie, ça change les vies. Les gens, du jour au lendemain, deviennent riches. Et avant d'entrer dans le sujet, je voudrais rappeler ici que nous faisons cette formation, c'est dans le cadre, dans le sens de l'éducation, n'est-ce pas? C'est pas un conseil financier, parce que pour prendre la décision, il va falloir que vous fassiez face à votre propre conscience. Nous ne sommes pas des conseillers financiers ni des experts financiers. Nous parlons ici de la crypto, donc c'est une éducation. Donc, lorsque vous allez écouter, exploitez cela et mûrissez, n'est-ce pas, vos idées, faites d'autres recherches avant de rentrer dans les investissements où vous allez mettre de l'argent. Voilà. Qu'est-ce que la crypto? Déjà, je pense que ça, c'est la question qui sonne à l'esprit de tous ceux qui rencontrent les termes comme blockchain, crypto-monnaie, smart contract pour la première fois. Quand on vous dit crypto-monnaie, vous vous demandez toujours, c'est quoi la crypto-monnaie? On parle également des termes, on utilise les termes comme mining, miner. Tout ça, ça sonne toujours très, très abstrait. Ce que je vais dire, c'est que la crypto, c'est simplement de l'argent, n'est-ce pas? Et je voudrais expliquer ceci en comparant à la monnaie que vous connaissez déjà. Je ne sais pas ce que vous avez dans la poche. C'est le dollar, c'est l'euro, c'est le franc CFA, c'est le yen, c'est quelle que soit la monnaie que vous avez dans la poche, sachez que la crypto-monnaie joue le même rôle. La différence, c'est quoi? C'est que vous pouvez tenir un dollar physiquement. Vous tenez un dollar en main. Je ne sais pas si j'ai un dollar dans la poche. Oui, apparemment j'en ai. Voici un billet de 5 dollars. Vous pouvez le tenir en main. OK? Mais dans le cadre de la crypto, c'est impossible de tenir quelque chose en main. Même si vous allez sur Amazon et vous trouvez des jetons, c'est juste des symboles. Vous pouvez acheter ces jetons, OK? Et vous pouvez les garder dans vos poches, dans vos tiroirs. Vous pouvez les tenir en main, mais vous ne pouvez pas aller au marché avec ces jetons et acheter quelque chose parce que la crypto-monnaie est complètement digitale. Donc, là, j'espère que ça fait déjà un sens dans votre tête parce que c'est tellement abstrait que beaucoup de gens ont l'habitude de penser que c'est trop complexe, c'est trop compliqué pour y penser. C'est pas compliqué. C'est la même chose que le billet de banque que je tiens en ce moment. Ce billet de banque, je peux aller n'importe où, acheter n'importe quoi avec, mais la crypto, c'est aussi de l'argent, sauf que je ne peux pas, je n'ai pas la, j'ai pas de coupure de crypto-monnaie. Je ne peux pas avoir cela physiquement. C'est de la monnaie digitale. Donc, c'est de la monnaie, on dira aussi, abstraite. Qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui fait d'une monnaie une monnaie, comment je dirais, légitime? Lorsque nous regardons un billet de banque, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que sur ce billet de banque, il y a un numéro de série.
Et ce numéro de série est une combinaison de lettres et de chiffres. Ce numéro de série, c'est grâce à lui que cet argent, ce billet peut être reconnu comme étant authentique. Bien sûr, il y a d'autres éléments également pour éviter, n'est-ce pas, que les fraudeurs aillent nous imprimer n'importe quoi. Il y a d'autres éléments. Vous allez voir des fils en filigrane à l'intérieur du billet. Vous allez voir des choses. Mais le numéro de série, c'est ça, le numéro, je veux dire, la combinaison qui est enregistrée par le système central. Donc, le gouvernement et la banque centrale ont ces numéros de série. Et ces numéros de série leur permettent de savoir quand cet argent, ce billet a été imprimé, où ce billet a été imprimé. Donc, ce numéro de série contient des informations visibles par le gouvernement et par la banque centrale. Au niveau de la crypto-monnaie, chaque jeton aussi détient un numéro de série. C'est par ce numéro de série que le jeton est validé comme étant, comme montrant que c'est quelque chose de réel, quelque chose qu'on peut utiliser. Et ce numéro de série, c'est également une combinaison de lettres et de chiffres. Donc, vous voyez que les deux se rapprochent. La seule différence entre l'argent physique que vous avez, entre le dollar et la crypto-monnaie, c'est que l'un est physique et l'autre est digital. Et je voudrais ici faire une parenthèse en disant que les banques sont en train d'essayer de créer quelque chose. Maintenant, il y a des banques qui veulent adopter la crypto-monnaie et des banques qui veulent, d'autres banques qui voudraient plutôt utiliser la technologie de la crypto-monnaie. Et il y a également des banques qui voudraient, quand je parle de banques, je parle de banques centrales, quoi. Donc, au niveau des pays, il y a également des banques centrales qui voudraient créer des semblants de crypto-monnaies, mais qui en fait ne sont pas des crypto-monnaies. Ça remplit juste, ça donne l'allure. C'est quelque chose de digital, mais ça fait croire qu'ils sont en train de manipuler la crypto-monnaie et pourtant ce n'est pas la crypto-monnaie. Maintenant, le billet de banque, n'est-ce pas, est gardé dans une banque centrale. C'est imprimé par la banque centrale et c'est stocké dans les banques centrales qui, à leur tour, distribuent aux banques locales, aux petites banques, n'est-ce pas? La différence avec la crypto, c'est que la crypto-monnaie, plutôt, elle est enregistrée dans un réseau. Donc, chaque crypto a un réseau d'ordinateurs. Donc, c'est plusieurs ordinateurs qui travaillent ensemble, n'est-ce pas, pour vérifier, pour transacter avec tout ce que nous connaissons de la crypto. Donc, ici, vous comprenez que ce sont les ordinateurs qui sont au devant de la scène pour faire le travail. Ce n'est pas une banque centrale. Donc, c'est l'ensemble de ces ordinateurs qui constituent le réseau. Et n'importe quel ordinateur peut rentrer dans le réseau. Je veux dire, si vous êtes un individu qui voudrait s'impliquer dans ce business, vous pouvez aussi rentrer, par exemple, dans le mining. Vous pouvez miner. Je crois que je vais devoir fermer les micros. Désolé, hein, j'ai oublié de fermer les micros tout à l'heure. Voilà. OK. Merci. Nous n'aurons plus d'interférences. Donc, je disais, la crypto-monnaie, n'est-ce pas, est régie par un réseau d'ordinateurs. Et ce réseau, c'est un ensemble de dizaines ou de centaines ou de milliers ou de millions d'ordinateurs. Et le Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie qui est venue au monde en 2009. Le Bitcoin, c'est comme j'ai souvent appelé le grand-père de la crypto-monnaie. Donc, quand on parle de crypto-monnaie, on ne peut ne pas se référer au Bitcoin. C'est le grand-père, c'est la première crypto-monnaie qui est venue en existence et c'est sur elle qu'on prend les repères
n'est-ce pas? Tous ceux qui parlent de crypto se réfèrent au Bitcoin. Tous ceux qui veulent créer des choses cryptées pensent d'abord à la blockchain et ensuite au Bitcoin. Donc, n'importe, je veux dire, vous pouvez désirer de rentrer dans ce réseau et à travers votre ordinateur, vous rentrez dans le réseau. Parce que miner, par exemple, le Bitcoin, c'est possible par tous et vous avez une récompense. Voilà ce qui pousse donc les gens, voilà ce qui encourage donc les individus à rentrer dans ces réseaux parce qu'en minant, vous allez profiter, vous allez accumuler des fractions de Bitcoin. Et parlant de Bitcoin, déjà, revenons encore à ce billet de banque. Lorsque je tiens 5 dollars en main, si je veux une fraction de ces 5 dollars, je ne peux pas me mettre à déchirer le billet en 5 morceaux. Si je veux, par exemple, distribuer ces 5 dollars à 5 personnes, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Si je coupe, je déchire ce billet, il perd sa valeur. Je le coupe en 5 et je partage à 5 personnes, il perd complètement sa valeur. Pourquoi? Parce que le numéro de série ne sera pas imprimé sur ces morceaux-là et les morceaux en eux-mêmes seront incomplets, donc ne seront pas acceptés par la banque centrale. Par contre, la crypto-monnaie est divisible. Vous pouvez acheter une fraction de crypto-monnaie. Puisqu'elle n'est pas physique, on n'a pas besoin de penser au déchirement. Nous n'avons pas besoin non plus d'acheter la crypto entière, un jeton entier. Nous pouvons utiliser des fractions de crypto-monnaie. Et lorsque nous pensons, par exemple, à première crypto-monnaie, la première crypto-monnaie qui est le Bitcoin, un Bitcoin est divisible par 100 millions. Donc, vous pouvez prendre un Bitcoin, vous pouvez acheter, n'est-ce pas, une fraction, un 100 millionième de Bitcoin. Vous pouvez acheter 200 millionièmes de Bitcoin. Donc, Bitcoin peut être fractionné en 100 millions de morceaux. Et chaque morceau de Bitcoin s'appelle le Satoshi. Satoshi, si quelqu'un vous dit, par exemple, cette bouteille d'eau va vous coûter 2 Satoshi. Ça veut simplement dire que si vous prenez un Bitcoin, vous le divisez par 100 millions et vous le multipliez par 2, vous aurez 2 Satoshi. S'il coûte un seul Satoshi, ça veut dire que c'est un 100 millionième du Bitcoin. Donc, la mesure la plus petite du Bitcoin, c'est le Satoshi. Et la mesure la plus grande, c'est un Bitcoin. Donc, voilà comment ça se passe avec le Bitcoin. Et Satoshi, le mot Satoshi est inspiré de celui ou de celle ou de ceux qui se sont réclamés comme étant le ou les créateurs du Bitcoin. Le Bitcoin est anonyme comme son créateur, n'est-ce pas? Ça dit que, enfin, ceux qui ont écouté déjà les présentations que j'ai faites, je vous ai fait savoir que le Bitcoin, la technologie derrière le Bitcoin est immuable. Donc, vous ne pouvez pas modifier les codes du Bitcoin. Vous ne pouvez pas changer euh, les codes du Bitcoin. Vous ne pouvez pas manipuler. Vous ne pouvez pas falsifier le Bitcoin. Dès qu'il a été déployé sur la blockchain, il est resté intact et il restera intact. Donc, celui ou ceux ou celle qui avait créé le Bitcoin, pardon, s'était arrangé à ce que le Bitcoin soit décentralisé et anonyme, n'appartienne à personne. Et en même temps, le créateur n'a pas voulu euh, décliner son identité. Donc, nous ne savons pas qui a créé le Bitcoin. Jusqu'aujourd'hui, le monde ne sait pas. On soupçonne que ce soit un gouvernement. On soupçonne, d'autres soupçonnent que c'est une personne japonaise parce que le nom Satoshi, ça sonne japonais. Le nom du créateur de Bitcoin, c'est Satoshi Nakamoto. Donc ça, c'est le nom que la personne ou les personnes qui ont créé le Bitcoin ont attaché au projet. Ils ont dit, ce projet a été fait par Satoshi Nakamoto. Et on ne sait donc pas jusqu'aujourd'hui, si vous entendez quelqu'un dire que c'est le gouvernement américain qui a créé le Bitcoin, c'est juste des soupçons.
Si on vous dit c'est un japonais, c'est parce que le nom sonne japonais, Satoshi Nakamoto. Si on vous dit c'est un groupe, c'est une organisation qui s'est rendu compte que le monde était fatigué, n'est-ce pas, du système bancaire, sachez que c'est juste, c'est vrai, mais c'est juste que on imagine qu'une seule personne ne pouvait pas faire ce travail. C'est un travail de génie, franchement. On ne sait pas quel genre de mathématiques, d'où on est sorti avec ce genre de mathématiques pour faire le Bitcoin. Et le Bitcoin, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure, je mets ça en parenthèse, la crypto-monnaie, n'est-ce pas? J'ai dit tout à l'heure qu'elle était digitale, non? Contrairement à ceci qui est physique. La crypto-monnaie est digitale et elle est une combinaison. Quand vous allez regarder la crypto-monnaie, sur Internet, le meilleur qu'on puisse vous offrir, n'est-ce pas, pour, pour, pour vous permettre de visualiser ce que c'est, vous verrez juste une combinaison de 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, des choses qui vous éblouissent et qui vous donnent même des vertiges. Donc, c'est ça la crypto-monnaie. Satoshi Nakamoto, c'était le créateur et on a donné à chaque fraction, à chaque unité ou sous-unité dans le Bitcoin, on lui a donné le nom de Satoshi. Maintenant, revenons à la monnaie. Ceci est gardé dans les banques, n'est-ce pas? Alors, le Bitcoin, lui, il est gardé où? Il est gardé dans les portefeuilles, ce qu'on appelle les crypto-wallets, les portefeuilles euh, cryptographiés aussi. Et ces portefeuilles-là, il y a des compagnies qui ont créé des portefeuilles que nous pouvons utiliser. Et lorsque vous allez créer un portefeuille, bien sûr, par le support de ces entreprises-là, exemple d'entreprises qui ont des portefeuilles, il y a Binance, qui est le numéro 1 mondial, n'est-ce pas? Et il y a également, vous pouvez avoir des portefeuilles Web3 comme SafePal, comme MetaMask. Il y en a plusieurs. Les autres portefeuilles, vous avez Coinbase, vous avez Gemini, vous avez blockchain.com, vous avez crypto.com. Tout ça, c'est des exemples de portefeuilles. Vous pouvez créer un profil sur ces plateformes-là et pouvoir bénéficier d'un portefeuille à vous. Et ce portefeuille à vous est l'équivalent d'un compte bancaire que vous avez créé lorsque vous vouliez, n'est-ce pas, avoir un compte à travers lequel vous pouvez manipuler le dollar. Donc, de la même façon que vous allez à la banque, vous créez un compte bancaire, de la même façon, vous allez sur ces plateformes-là et vous créez un portefeuille où vous pouvez recevoir la crypto-monnaie et duquel vous pouvez envoyer la crypto-monnaie vers une tierce partie. Pour créer un compte bancaire, vous avez besoin d'être identifié. Donc, à la banque, vous allez vous faire identifier, vous allez donner vos pièces, votre pièce d'identité, ça peut être votre permis de conduire, ça peut être la carte d'identité, ça peut être votre passeport et la preuve d'adresse. Dans plusieurs pays, on va vous demander, par exemple, de donner, n'est-ce pas, la carte, de fournir la carte de votre lieu de résidence. Comment vous retrouvez à cet endroit? Dans les pays un peu plus structurés, on va vous demander, par exemple, de présenter deux lettres. Une lettre venant peut-être du gouvernement et une autre lettre venant du privé. Ça permet de reconnaître que oui, vous habitez vraiment à cet endroit et qu'on peut vous y trouver. Donc, voilà comment on vous identifie à la banque. Mais au niveau de la crypto-monnaie, on n'a pas besoin de votre pièce d'identité puisque c'est un système décentralisé. Donc, on ne va pas demander votre pièce d'identité. Mais lorsque vous allez, n'est-ce pas, mettre ensemble les deux systèmes, quand les deux systèmes vont, quand il y aura collision entre les deux systèmes, alors à ce moment-là, on vous exige une pièce d'identité. Quand je parle de collision, c'est quoi? Si, par exemple, vous voulez utiliser votre carte bancaire pour acheter la crypto-monnaie, là, on a besoin de vous identifier. Parce que
vous partez d'un système, vous êtes en train de mettre ensemble un système centralisé avec un système décentralisé. Il faut que la structure derrière votre portefeuille justifie quelque chose auprès du gouvernement. Si on dit par exemple que, hey, vous avez dévalisé 500 millions de dollars, vous avez volé l'argent du contribuable, 500 millions de dollars, ils vont dire, oui, c'est vrai, parce que ce monsieur a utilisé une carte pour acheter quelque chose chez nous. Vous voyez? Donc, dans ce cas, vous avez besoin d'être identifié. Et aussi, si dans l'avenir, vous allez convertir votre crypto en monnaie courante, ou en cette monnaie fiduciaire, vous avez besoin de vous faire identifier parce que au moment de changer votre Bitcoin ou votre Binance en francs CFA ou en dollars ou en euros, les deux systèmes vont se toucher. Donc, le système centralisé et le système décentralisé vont devoir communiquer et chacun à son niveau a des justificatifs à demander. Donc, le système centralisé va demander au système décentralisé qui est en train de m'envoyer cet argent ou bien qui reçoit cet argent qui sort de notre système. Vous voyez un peu? Donc, voilà pourquoi vous serez surpris de voir que vous vous inscrivez, vous ouvrez un wallet et on vous demande de vous identifier. C'est parce qu'il y a cette collusion-là. Donc, pour ceux qui ouvrent les comptes bancaires, l'identification est nécessaire et suffisante pour sécuriser votre compte. Pour ceux qui ouvrent donc un compte sur le portefeuille, puisque vous n'êtes pas identifié, faites très, très attention donc avec vos identifiants que vous avez créés, c'est-à-dire votre mot d'utilisateur et votre mot de passe pour les plateformes qui ont besoin de ces deux identifiants. Et les portefeuilles qui donnent un autre niveau de sécurité, comme par exemple, on va vous dire Google Authenticator ou alors Two-Factor Authenticator. Quand on dit Google Authenticator, c'est que vous allez télécharger une application Google qui va souvent vous envoyer des codes qui vous permettront de faire des opérations dans votre portefeuille. Si on vous dit Two-Factor Authenticator, ça peut être votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Mais tout ceci, ça sert uniquement à recevoir des codes. Et ces codes, ce sont ces codes qui sécurisent votre compte parce que sans ces codes-là, il est facile, votre compte est vulnérable et il est facile pour des hackers, pour n'importe qui, de rentrer en possession de vos fonds. Donc voilà comment les deux systèmes sécurisent leurs clients. L'un, c'est pas l'identification, carte d'identité et autres. L'autre système, c'est pas un autre système crypté, n'est-ce pas, qui passe par euh, Google Authenticator ou il y a une autre plateforme, une autre application qu'on appelle OT. Il y a bien plusieurs applications, mais les plus célèbres et les plus usitées, c'est OT et puis Google Authenticator. Donc, voilà pour ce qui est de la sécurité. Et quand je parle de la sécurité, bien sûr, ça veut dire qu'il y a des risques si vous perdez, par exemple, votre authentification. J'ai oublié un point. J'ai parlé de Google Authenticator. Il y a également les 12 phrases. Donc, il y a des plateformes qui vont vous donner 12 phrases comme élément de sécurité. Sécurité par rapport à l'accès à votre profil pour les transactions, bien sûr. Donc, si vous avez affaire, exemple, vous avez SafePal Wallet, le portefeuille SafePal, vous avez MetaMask. Donc, ces plateformes-là, lorsque vous les créez, rédigez, relevez bien vos 12 mots. Il y a des plateformes qui offrent 12, d'autres 15, d'autres 24. Relevez bien ces mots-là et gardez en un endroit sûr. Et rassurez-vous que personne d'autre que vous n'a accès à cela parce que si quelqu'un rentre en position des 12 mots, il peut carrément télécharger votre portefeuille ailleurs. Donc, il peut importer votre portefeuille sur son téléphone ou dans son ordinateur. Donc, voilà pour ce qui est de la sécurité. Votre portefeuille étant sécurisé, la prochaine chose, c'est quoi? Je peux parler des transactions. Les transactions se font sur
le réseau d'ordinateurs, c'est-à-dire que les transactions, lorsque vous faites dans la crypto-monnaie, quand vous opérez une transaction, c'est un nombre d'ordinateurs qui s'occupent de cela. Et je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être une dizaine, une trentaine, une cinquantaine, une centaine, des milliers ou des millions d'ordinateurs. Bitcoin, par exemple, est opéré par des millions, des centaines de millions d'ordinateurs à travers le monde entier. Et parlant toujours de sécurité, je vais revenir tout à l'heure sur les déplacements de fonds. Parlant toujours de sécurité, parce que ça, c'est très important. Ça, plus il y a des ordinateurs dans le réseau, plus la plateforme ou bien la crypto sera sécurisée. Parce que les gens qui se battent, les hackers qui se battent par curiosité ou par intérêt de rentrer, d'aller trafiquer et de faire des falsifications, ils disent qu'il faut être à mesure de hacker au moins la moitié des ordinateurs dans le réseau pour réussir à faire du mauvais travail. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si, par exemple, Bitcoin est régi, est sous le tourbillon de 100 millions d'ordinateurs, vous devez être en mesure de hacker, de kidnapper 50 millions d'ordinateurs au même moment, ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Vous ne pouvez pas atteindre la moitié de ces ordinateurs-là. Donc, les cryptos qui ont moins d'ordinateurs dans leur réseau sont les plus vulnérables. Et bien sûr, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi je dis qu'il n'y en a pas beaucoup? Parce qu'il y a deux types de cryptos seulement. Il y a les jetons, qu'on appelle en anglais les coins, et il y a les tokens. Faites très bien la différence entre les deux, entre les coins et les tokens. Vous allez voir, si vous allez, nous irons, bien sûr, dans les prochaines formations, nous irons sur les plateformes. Et vous verrez qu'il y a des plateformes qui hébergent plus de 10 millions de cryptos. Plus de 10 millions de cryptos. Mais dans ces 10 millions de cryptos, il y a juste quelques cryptos qui sont reconnus comme étant des coins. Elles sont très peu. Bitcoin, par exemple, c'est une crypto, c'est un coin. Ethereum, par exemple, c'est un coin. Pourquoi? Déjà, dans sa définition, le coin ou le jeton, c'est une crypto qui a été construite depuis la base jusqu'à compléter le projet. OK? Et comme c'est quelque chose de super complexe, ce n'est les personnes, les ingénieurs qui peuvent construire une crypto, on n'en trouve qu'une petite poignée sur la Terre. Ils sont très peu. Ceux qui peuvent aller mettre le premier code et construire, bâtir jusqu'au dernier code, ils sont très peu. Mais il y a un raccourci. Le raccourci, c'est quoi? C'est que une crypto peut servir de tremplin pour créer une autre crypto. Et c'est à ce niveau qu'on parle de token. Donc, il y a deux types de crypto. Il y a les coins et il y a les tokens. Ça, c'est juste pour vous faire comprendre. Mais dans l'utilisation, ne vous gênez pas, ne vous dérangez pas trop. Que ce soit les tokens ou les coins, vous les manipulez, il n'y a pas de problème. Donc, n'allez pas commencer à avoir peur que, oh, je préfère acheter les coins, je préfère utiliser les coins que les tokens. Les coins, je pense qu'il y a, je ne sais pas s'il y a, si sur le marché, on trouve plus de 30 coins. Je crois que c'est moins de 30 coins. Mais nous parlons de millions de cryptos, n'est-ce pas? Ça veut dire que la plupart des cryptos sont des tokens. Et les tokens, vous pouvez créer votre crypto en 30 minutes en vous appuyant sur une technologie déjà sur le marché. Je prends un exemple. Vous pouvez créer votre token et c'est ce que beaucoup de personnes ont fait. La plupart des cryptos que vous trouvez sur le marché tirent leur technologie de Ethereum. Donc, Ethereum est une plateforme, non seulement une crypto, mais c'est une plateforme qui a permis, qui a révolutionné le monde de la techno en devenant, n'est-ce pas, le cheval sur lequel
tout le monde peut monter. Donc, si vous voulez créer votre crypto, par exemple, et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, parce qu'il faut des millions et des millions de dollars pour créer une crypto. Mais si vous n'avez que quelques miettes, vous trouvez quelqu'un où vous avez vous-même les compétences techniques, vous pouvez vous-même créer votre crypto, hein. Vous pouvez aller sur le net, vous apprenez, et puis vous créez votre crypto en vous appuyant sur des cryptos déjà existantes comme l'Ethereum. Ethereum, donc, a donné cette faveur-là, cette facilité à ceux qui voudraient se jeter dans ce domaine. Il y a des gens qui créent leur crypto parce qu'ils ont des services ou des produits où ils vont profiter beaucoup s'ils mettent sur pied une crypto. Par exemple, si quelqu'un offre un service qui lui donne... Je prends l'exemple de Elon Musk. Elon Musk, il est propriétaire carrément de tout un réseau social, X ou Twitter, n'est-ce pas? Elon Musk a la compagnie Tesla. Elon Musk a la compagnie SpaceX. Vous voyez que ça, c'est un monsieur qui draine des dizaines de millions de personnes derrière lui. Donc, si Elon Musk voudrait tirer profit de la crypto-monnaie, il peut créer sa propre crypto-monnaie. Et vous voyez qu'il aura de la clientèle et la crypto-monnaie va prendre de la valeur très, très rapidement. Donc, voilà pourquoi il est facile aujourd'hui de créer la crypto-monnaie et voilà pourquoi nous en trouvons beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le marché. Je ne sais pas si j'ai sauté un point, mais maintenant, je vais aller dans les valeurs de la crypto-monnaie. Quand vous prenez un billet de banque, la valeur du billet de banque dépend de quoi? Ça, c'est une très bonne question. Avant, ça c'était avant, ce billet que je tiens avait de la valeur, sa valeur, je vous l'ai dit, était fonction de ce qui était derrière ce à quoi ce billet était adossé. Et avant, c'était l'or. En 1971, le président Dixon aux États-Unis a séparé les deux. Il a dit désormais, le dollar ne sera plus adossé à l'or. Et après cela, les gouvernements du monde ont emboîté le pas. Et au moment où je vous parle, je crois au moins 99% ou peut-être 100% des monnaies mondiales ne sont pas adossées sur les richesses naturelles comme l'or. C'était une très bonne chose avant. Et aujourd'hui, donc, ce dollar dont je vous parle est adossé sur la confiance que vous donnez au gouvernement américain. Et puisque les politiciens sont ce qu'ils sont, aujourd'hui, quelqu'un arrive au pouvoir, on se rend compte que, enfin, dans la tête de Paul ou de Pierre, c'est un chiffon. Demain, un autre arrive. Henri pense que c'est un bandit. Et les preuves sont même souvent là. La façon de gouverner, ça fait que on n'a pas totalement confiance à nos gouvernements. Dans les campagnes propagandistes, on vous annonce que vous aurez l'eau qui va circuler dans l'espace. Et quand on arrive au pouvoir, c'est une autre politique que nous voyons. On se rend compte qu'on ne peut pas faire confiance aux membres, au gouvernement et ses membres. Et c'est la raison pour laquelle la confiance qui est adossée sur le gouvernement devient, n'est-ce pas, volatile. Et à cause de cela, nous avons des fluctuations tout le temps. La monnaie se déprécie. Pourquoi? Parce que ce que le gouvernement vous a promis, il ne vous le donne pas. Et à cause de cela, le coût de vie, cela affecte le coût de vie dans la nation. Et quand ça affecte le coût de vie, il y a parfois des solutions politiques comme les dévaluations. Il y a parfois des solutions politiques comme monter les prix. Il y a flambé de prix un peu partout ou alors sur certaines denrées. Et vous voyez que cette histoire, ce billet que j'obtiens, il perd de la valeur. Chaque année, à cause de ce que je viens de dire,
la monnaie de votre pays perd de la valeur. Et en termes simples, je dirais simplement que c'est pourquoi il y a 10 ans, ce que vous pouviez acheter avec un billet comme celui-ci, aujourd'hui, il vous faut peut-être 2 fois ceci pour acheter le même produit ou le même service. Parce que ce qui soutient ce billet, c'est juste la confiance que vous avez en votre gouvernement. Donc, si nous avions maintenu l'or, l'or ne se déprécie pas, l'or prend de la valeur. C'est vrai, ça ne va pas très, très vite, mais je dirais que si on avait gardé l'or, soit ce qu'on achetait avec ceci il y a 5 ans, peut-être on pouvait encore l'acheter avec ce même billet, ou alors on pouvait acheter un peu plus de services avec le même billet, parce que l'or soutient. Maintenant que j'ai expliqué cela par rapport au bout de papier que je tiens en main, parlons de la crypto. Qu'est-ce qui donne de la valeur à la crypto-monnaie? Ce qui donne de la valeur à la crypto-monnaie, c'est d'abord ce que cette crypto-monnaie résout comme problème. Si vous avez une crypto-monnaie qui peut, qui aide, n'est-ce pas, qui peut vous permettre de faire des opérations, c'est-à-dire faire des achats, c'est, ça lui donne de la valeur. Vous pouvez acheter une voiture avec votre crypto-monnaie, ça lui donne de la valeur, parce que ce n'est pas avec toutes les cryptos que vous allez acheter les voitures. Si je vous dis aujourd'hui que vous pouvez acheter même une maison avec la crypto-monnaie, euh, n'allez pas juste acheter n'importe quoi. Vous voyez une crypto qui coûte 0,0001 $ et vous l'achetez et vous espérez aller acheter une maison avec cela. Lorsque vous allez euh, aller vers celui qui vous vend la maison, il va vous dire, oui, j'accepte la crypto, je prends la crypto. Et c'est le Bitcoin, ou alors c'est Binance, ou c'est Ethereum. Il va vous préciser quelle crypto-monnaie il ou elle accepte comme moyen de paiement. Donc ça, c'est déjà un atout pour une crypto. Le nombre de personnes derrière une crypto, dont la communauté derrière une crypto, ça donne de la valeur à cette crypto-là. Et en même temps, le nombre de jetons en circulation donne de la valeur à cette crypto. Je prends l'exemple de Bitcoin. La circulation totale de Bitcoin est de 21 millions. Ça veut dire qu'on ne peut pas miner plus de 21 millions de jetons de Bitcoin. Ceci, il suffit que les États-Unis attrapent le rhume, on va imprimer ceci en masse. Il suffit que la Chine commence à tousser, ils vont entrer au laboratoire, imprimer, c'est des bouts de papier, n'est-ce pas? Et puis, ça a de la valeur si vous faites confiance à celui qui a mis son cachet dessus. C'est le cachet du gouvernement américain qui est là-dessus. C'est ça qui donne sa valeur. Voilà comment ça s'imprime. C'est illimité. Et c'est pour cela que si on déverse 50 camions de ce truc sur le marché, vous allez voir que le marché va prendre un coup, n'est-ce pas? Parce qu'il y aura excessivement d'argent, de billets, de bouts de papier en circulation. Au niveau de la crypto, il y a limitation. Le Bitcoin, par exemple, on ne pourra jamais, les codes ont été faits tels que Bitcoin ne va jamais dépasser 21 millions de jetons. Impossible. Quand on va atteindre, je crois qu'on est à 19 millions maintenant, je n'ai pas regardé depuis plusieurs mois, on est déjà à 19 millions, et il y a un nombre de jetons de Bitcoin qui est imprimé chaque année, qui est miné chaque année. Et chaque année également, il y a réduction de 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, en ce moment-ci, je n'ai pas les chiffres, désolé, je n'ai pas fait la recherche dessus, je ne sais pas combien on mine ces dernières années. Si on mine, par exemple, 1000 bitcoins par an en 2025, si 1000 bitcoins ont été minés, selon la conception du projet, en 2026, 500 bitcoins seront minés et ça se réduit considérablement chaque année, 50%, jusqu'à ce qu'on va atteindre les 21 millions. Et quand on aura atteint les 21 millions, il n'y aura plus de minage de bitcoin.
ce qui est sur le marché, c'est ce qu'on va utiliser. Et puisque de plus en plus on adopte le Bitcoin, la demande tous les jours devient supérieure à, à l'offre, n'est-ce pas? De plus en plus, on adopte le Bitcoin et de moins en moins, on mine le Bitcoin. La conséquence, c'est quoi? C'est que les prix du Bitcoin flambent. Voilà pourquoi Bitcoin est parti de 9 centimes, 10 centimes, 15 centimes, 1 dollar. Et aujourd'hui, le Bitcoin est à peu près à 105 000 dollars le jeton. 105 000 dollars le jeton. Un truc que, si à l'époque, j'avais utilisé ce même billet de 5 dollars, si à l'époque, j'avais acheté les bitcoins pour 5 dollars, ces mêmes bitcoins-là auraient une valeur de plus de 2 millions, de 3 millions de dollars en ce moment. De plus de 5 millions de dollars, c'est ce que je voulais dire. Si à la création du bitcoin, j'avais pris pour 5 dollars seulement, aujourd'hui, les mêmes bitcoins auront une valeur de plus de 5 millions de dollars. Donc, vous voyez que le bitcoin, je veux dire, la crypto-monnaie a tous les avantages pour enrichir ceux qui l'adoptent. La crypto-monnaie est positionnée comme le meilleur endroit pour faire de l'argent facilement. Et nous avons sur le marché maintenant également des cryptos qui ont été créés ou des tokens, c'est des tokens en fait, qui ont été créés et qui veulent, qui ont pour but, pour mission, d'aider plutôt à faciliter la vie aux utilisateurs de Bitcoin. Je vais parler par exemple de USDC. USDC, c'est un token qui a été créé et qui est adossé au dollar américain, qui à son tour est adossé à la confiance, n'est-ce pas? Le USDC est adossé au dollar américain. Ça veut dire que 1 dollar correspond à un USDC. Si vous avez 1000 USDC, vous avez l'équivalent de 1000 dollars. Ça ne fluctue pas. C'est ce qu'on appelle les cryptos stables. Il y en a plusieurs. Il y a USDT. Mais je prends le cas de USDC parce que c'est adossé à quelque chose de physique que nous rencontrons tous les jours, qui est le dollar. Il y a également une crypto, le nom m'échappe un peu, c'est adossé à de l'or. Et les gouvernements qui régulent les finances, puisque ces cryptos ont été créés dans des pays et ont nécessité des licences auprès des gouvernements. Donc, ces gouvernements qui ont accordé ces licences se donnent le devoir de veiller à ce que, en tout temps, que ce qui supporte cette crypto soit en place. Donc, ne nous dites pas que vous avez 1 milliard de USDC d'actifs alors que vous n'avez que 100 millions de US dollars, du dollar américain qui supporte ces USDC que vous avez créés et pompés sur le marché. Donc, si vous minez 1 milliard de USDC, ça veut dire que vous avez en espèces 1 milliard de USD, c'est-à-dire du dollar américain, pour supporter ces USDC. Voilà ce que ça veut dire. Donc, vous avez ces genres de cryptos-là qui sont supportés et qui sont, n'est-ce pas, aussi sur le marché. Je reviens encore un peu sur la sécurité. Parce que je me rends compte que tout à l'heure, j'ai sauté un point. J'ai parlé de la sécurité par rapport aux cryptos qui ont un grand réseau informatique. Et il y a un point important sur lequel je voudrais revenir. C'est que les échanges sur lesquels vous créez vos profils, les échanges qui vous permettent d'avoir votre portefeuille, ces, ces plateformes d'échange-là sont plus vulnérables que les cryptos elles-mêmes. Et ça fait que ça devient
comme le miel pour eux, pour les abeilles. Donc, ces bandits-là sont attirés pour faire du faux dans le domaine de la crypto, se versent beaucoup plus vers les plateformes d'échange. Parce qu'il est plus facile de hacker une plateforme d'échange que de hacker la crypto elle-même. C'est impossible de hacker Bitcoin. Alors, pour voler les Bitcoins, parce qu'on pouvait hacker le Bitcoin pour le détourner, de façon qu'une transaction qui est faite sur la blockchain, lorsque cette transaction est faite, au lieu d'aller dans la bonne destination, c'est-à-dire le portefeuille qui a été donné comme destinataire, ça vire plutôt dans un autre portefeuille. On pouvait faire ces détours-là, faire des portefeuilles parallèles pour prendre de l'argent. Mais puisque ce n'est pas possible, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers les plateformes d'échange. Et si les plateformes d'échange ne sont pas suffisamment sécurisées, et nous n'avons aucune garantie, nous les utilisateurs, sur la sécurité autour de ces plateformes d'échange, alors en ce moment, on vous dit, soyez prudents. Un, ne gardez jamais tous vos œufs dans le même panier. Donc, n'allez pas créer une plateforme, n'allez pas créer un wallet sur Binance et vous croisez les bras et vous manipulez beaucoup de crypto. Si vous n'avez pas grand-chose, il n'y a pas de souci. Si vous avez peut-être 100 dollars, 200 dollars de crypto-monnaie, bon, vous n'avez pas besoin de vous encombrer avec trop de plateformes. Mais nous, à Airbnb, qui sommes appelés à manipuler, lorsque nous allons construire Airbnb, atteindre un certain niveau, vous savez ce qui vous attend, n'est-ce pas? Vous allez recevoir des BNB, vous allez recevoir des commissions et ces commissions, franchement, ne sont pas à plaisanter avec. Donc, vous devez avoir plusieurs portefeuilles si vous voulez rester sur les portefeuilles chauds. Parce qu'il y a deux types de portefeuilles. Il y a les portefeuilles chauds et les portefeuilles froids. Les portefeuilles chauds sont les portefeuilles qui sont en ligne, donc comme Binance, comme KuCoin, comme Crypto.com, comme Coinbase, ça, ce sont les portefeuilles chauds. Maintenant, les portefeuilles froids, ce sont des portefeuilles physiques. C'est comme la clé USB. C'est quelque chose que vous achetez à la boutique, quelque chose que vous achetez, on vous livre. Vous pouvez garder votre crypto dans ces wallets, dans ces portefeuilles-là. Ils ne sont pas digitaux, ils sont physiques. Et quand vous avez mis de l'argent, de la crypto dans ce portefeuille, vous êtes sûr que vous êtes en possession et que personne ne peut le hacker. Mais sachez que chaque chose a ses risques. Les risques du portefeuille chaud, c'est quoi? C'est que on peut hacker la maison mère, OK, et voler vos cryptos. Donc, allez beaucoup plus vers les cryptos qui ont je veux dire, vers des plateformes d'échange qui ont fait preuve, qui ont montré leur preuve au fil du temps, comme par exemple Binance, Coinbase. Et je dis, ceci n'est pas un conseiller financier, n'est-ce pas? Je prends des exemples. À vous de choisir. Ça, c'est des plateformes qui ont été là depuis de longues années et qui ont pu se protéger jusqu'aujourd'hui et n'ont jamais été hackées. J'ai perdu beaucoup d'argent dans certaines plateformes où j'avais beaucoup de crypto et un matin, ça s'est volatilisé. Jusqu'à dernièrement, je correspondais avec les liquidateurs d'une plateforme qui voulait nous rembourser de l'argent. Mais à la fin, je me suis rendu compte que ce qu'ils voulaient me rembourser, c'était trop d'énergie que j'ai donné pour cela. Ils voulaient me donner, je crois, c'était moins de 200 dollars. J'ai dit, donc, tout ce temps-ci que j'ai perdu, c'est pour qu'à la fin, vous me donnez 200 dollars parce qu'ils ont ignoré certaines cryptos. Plusieurs cryptos ont été ignorés. Ils disent qu'ils n'ont pas, ils n'arrivent, les données ne leur permettent pas de voir combien d'argent j'avais dans ces cryptos. Et bon, je ne sais pas si c'est un jeu, mais là où j'avais sérieusement de l'argent, ils ont ignoré complètement ces cryptos-là. Donc, vous voyez que c'est un risque. Enfin, l'un des risques, c'est ça, c'est que ça peut être hacké. Donc, si vous avez distribué vos œufs dans plusieurs paniers,
Si vous perdez quelque part, au moins vous avez de quoi survivre ailleurs, n'est-ce pas? Et le risque avec les portefeuilles froids, c'est que vous pouvez le perdre. C'est comme une clé USB, n'est-ce pas? Ça peut se perdre. Vous pouvez le mettre dans la poche et puis en sortant votre portefeuille ou en tirant un billet de banque, ça tombe par terre et quelqu'un d'autre ramasse. Vous pouvez poser cela dans la maison et puis l'enfant prend, il joue et après il jette à la poubelle. Et nous avons entendu des témoignages où des gens ont perdu des millions de dollars parce qu'ils ont perdu leur clé, leur portefeuille froid. Donc, comprenez qu'il y a des risques partout. Mais ici, c'est l'enseignement, c'est l'éducation que je donne. C'est vous montrer ce qui est disponible. OK. Ceci dit, je... il y a tellement à dire dans le domaine de la sécurité. Wow. J'ai tellement d'idées qui me passent dans la tête, tellement de choses sur lesquelles il faut s'attarder pour ce qui est de la sécurité. Il y a un nom qui est passé dans ma tête, Monero. Et quand Monero est passé dans ma tête, ce que j'ai vu défiler, c'est que beaucoup de personnes font des transactions dans la crypto. Et ces transactions restent anonymes. La technologie derrière Bitcoin, par exemple, est telle que les gouvernements peuvent remonter les mouvements, n'est-ce pas, à travers l'adresse, votre adresse. Okay? Et je dis ceci pourquoi? Parce que il faut que vous sachiez, ce n'est pas un conseil que je vous donne, mais il faut que vous connaissiez la vérité. Si vous êtes quelqu'un qui voudrait cacher quelque chose au gouvernement, cacher, ce n'est pas nécessairement un crime, hein, ni quelque chose de négatif. Non. Un gouvernement peut vous traquer pour des raisons politiques. OK? Ça peut être aussi quelque chose de mauvais de votre côté parce que vous avez peut-être détourné des fonds. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais si on vous traque pour des raisons politiques, par exemple, et que vous êtes sur le point de subir une injustice, je vous dirais toujours, gardez votre argent sous une forme non traçable. Le Bitcoin, par exemple, votre gouvernement, en prenant votre wallet, en prenant l'adresse de votre portefeuille, peut tracer des mouvements, peut retracer, remonter les mouvements que vous avez eu à faire. Mais là où c'est en sécurité, par exemple, c'est dans une crypto comme Monero. Monero est opaque. Lorsque l'argent est dans Monero, quels que soient les mouvements que vous faites, aucun gouvernement au monde ne parvient encore à remonter les transactions. Donc, c'est pour vous montrer également la diversité dans ce monde de la crypto-monnaie. Il y a beaucoup de diversité. Il y a des choses qu'une crypto, qu'on peut faire grâce à une crypto, et il y a des choses qu'on peut faire grâce à une autre crypto. Et pour cela, ne vous bloquez pas sur une seule crypto. Vous pouvez manipuler plusieurs cryptos parce que chaque crypto vient avec ses avantages. Par exemple, si j'ai quoi? Si j'ai la crypto PP, je ne peux pas tout acheter avec PP. Mais si j'ai le BTC, le Bitcoin, la plupart des compagnies qui vont accepter la crypto-monnaie vont accepter Bitcoin. Au moins 95% des compagnies qui acceptent la crypto-monnaie vont accepter Bitcoin. Donc, vous voyez que chaque crypto vient avec ses avantages et bien sûr aussi ses inconvénients. Et Monero également, les hackers ont tout essayé avec Monero. C'est compliqué pour eux. Et je vais clôturer en revenant encore sur quelque chose aussi qui me revient à l'idée quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une différence entre le coin et le token, donc entre le jeton et le token. Je ne sais pas si on peut traduire le mot token en français. Le jeton, j'ai dit, la différence c'est que le jeton, on l'a construit, on l'a conçu de la base jusqu'au sommet. Donc, comme vous construisez une maison, vous commencez par la déforestation. Ensuite, vous faites les fouilles. Ensuite, vous mettez la fondation. Ensuite, vous coulez, comment on appelle cela? Vous coulez le dessus de la fondation.
Et c'est maintenant que vous commencez à élever la maison, vous mettez le toit, et puis vous faites les finitions. Ça, c'est une maison construite depuis le sol. C'est ça, le coin. C'est ça, le jeton. Mais le token, maintenant, c'est celui qui s'adosse sur un coin pour se créer, okay? Qui emprunte de la technologie de l'autre pour se faire, pour, euh, pour se gérer. Grâce à cela, Ethereum, par exemple, a servi à créer des tokens. Et grâce à la même technologie, aujourd'hui, on peut créer même des sites Internet et des applications en empruntant. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, il y a des gens qui utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui pour construire les sites Internet, mais il y a également des gens qui utilisent la blockchain pour construire des sites Internet. Et ces sites sont hautement sécurisés parce que quand vous avez utilisé la blockchain, elle est immuable. Hacker votre site Internet, ça devient compliqué. Et c'est un avantage également pour beaucoup de gens dans ce monde, victimes de ci, victimes de ça. Vous voyez qu'il y a des choses, lorsque vous essayez des informations vraies, que lorsque vous essayez, par exemple, de véhiculer sur votre site Internet, tout de suite, un gouvernement va vous attaquer. On va lancer des choses sur votre site Internet pour le broyer, pour le casser. Et votre site, on vous dit que ça crash, n'est-ce pas? Avec la blockchain, ce problème est résolu. Et maintenant, parlons de l'investissement. Tout comme avec ceci, il y a des risques dans l'investissement. Sachez que avec la crypto-monnaie, il y a aussi des risques. Ça fluctue, n'est-ce pas? Ça fluctue. Vous pouvez investir à court terme comme vous pouvez investir à long terme. Ceux qui investissent à long terme sont les mieux positionnés pour gagner. Pourquoi? Parce que ils ne regardent pas que le Bitcoin aujourd'hui est à 100 000, 105 000 dollars et demain il sera à 95 000 dollars. Non. Il se dit, d'ici 10 ans, les experts projettent que le Bitcoin va atteindre, par exemple, 500 000 dollars. Il se dit, je vais faire un investissement sur 10 ans. Et si j'investissais, par exemple, 100 000 dollars, d'ici 10 ans, il va se multiplier par X et j'aurais gagné parce que mon argent va passer de 100 000 dollars, par exemple, à 500 000 dollars ou à 1 million de dollars. Ça, c'est ceux qui investissent à long terme. Donc, lui voit sur une longue portée. Il court moins de risques s'il a bien apprécié. Donc, si c'est un jeton qui va rester stable sur 10 ans, il ne gagne rien. Mais s'il a apprécié, s'il a fait ses recherches et se rend compte que ça va lui permettre, je vais dire, le jeton va aller montant, alors il peut faire un bon choix. Maintenant, ceux qui investissent à court terme, que ce soit journalièrement ou pour une semaine ou un mois ou 6 mois, il y a plus de risques parce que on dit dans l'investissement, on dit il faut acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut, n'est-ce pas? Alors, si vous achetez le matin à 100 000 dollars, ou disons à 1 dollar, vous investissez 1 dollar le matin, croyant que vous allez revendre le soir et ce sera à 1,20 $. Le soir, vous constatez plutôt que c'est allé dans l'autre direction, c'est allé dans le sens contraire et vous avez perdu de l'argent. Si vous sortez du deal, vous êtes perdant, n'est-ce pas? Et ça bloque en même temps vos fonds. Pour ceux qui pensent que pour ne pas perdre, il faut conserver cela comme un investissement à long terme. Vous étiez venu pour 2 jours ou pour 3 jours. Et maintenant, vous vous retrouvez pour récupérer votre argent, il faut le garder là pendant un mois. Vous voyez que ça vous freine. Donc, soit vous pouvez perdre de l'argent ou vous pouvez, n'est-ce pas, gagner de l'argent quand vous investissez. Donc, le risque est dans l'investissement. Et j'ai parlé de la valeur, n'est-ce pas? Quand vous investissez, tenez compte de la valeur du jeton. J'ai expliqué tout cela tout à l'heure.
tout ce qui tourne autour de tout ce qui donne la valeur à un jeton. Et ça peut vous aider donc à prendre votre décision d'investir ou de ne pas investir. Parce que comment dire, la volatilité de ces jetons-là, vraiment, elle est parfois surprenante. Bon, je crois que je peux m'arrêter à ce niveau parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Ça, je pensais que c'était une présentation de 30 minutes. Je crois que je suis déjà à près de 40 ou 50 minutes. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau. C'était juste une introduction à la crypto-monnaie. Nous allons revenir là-dessus et peut-être ça va devenir même un sujet d'enseignement sur la blockchain parce que c'est un sujet d'ordre général et beaucoup de gens peuvent en profiter. La semaine prochaine, je vais cibler euh, un domaine précis et je vais parler là-dessus. Nous avons bien d'autres enseignants ici qui qui ont beaucoup de connaissances dans la crypto-monnaie. Nous allons aller en profondeur. Dans l'avenir, on va pas seulement se limiter à la crypto-monnaie, on va parler même des ETF, ETFs, on va parler des NFT. Tout cela, ça fait partie de l'éducation sur la blockchain, parce que tout cela est supporté par la même technologie qui est la blockchain. Et ceci, n'est-ce pas, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que si vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner en ce moment et que nous allons approfondir, si vous comprenez cela, il vous sera encore plus facile de gagner de l'argent comme si vous gagniez de la loterie. Je prends un exemple. Il y a une crypto qui s'appelle Shiba Inu. Shiba Inu, lorsque c'est arrivé sur le marché, je me rappelle que il y a deux frères qui s'étaient mis ensemble et qui avaient pu avoir un capital, je crois, c'était de 7 000 $. Ils ont, après leur recherche, parce qu'il faut toujours faire les recherches, n'allez pas jouer à la loterie lorsque vous rentrez. C'est pas la chance. La crypto, c'est pas la chance. Et il y a beaucoup de, quand je parlais des risques, j'ai oublié ça. Il y a beaucoup de structures, je vais dire, de plateformes là-dehors qui veulent profiter de la crypto-monnaie pour vous voler de l'argent. Donc, on va créer des plateformes, on vous dit venez investir ici, venez investir là. Et je voudrais encore le dire ici, ce n'est pas la crypto qui vous a fait perdre de l'argent ou qui vous fait perdre de l'argent. Très souvent, ce sont les fausses opportunités. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand on dit crypto-monnaie, ils disent, oh, ces choses-là, vraiment, j'ai perdu tellement d'argent dans la crypto. Et quand vous allez regarder, vous vous rendez compte qu'ils n'ont jamais perdu de l'argent dans la crypto. Ils ont perdu de l'argent dans des fausses opportunités qui faisaient la promotion de la crypto, qui faisaient semblant de promouvoir la crypto. C'est ça la réalité. Et l'exemple que je donnais tout à l'heure, je disais, il y a deux frères qui ont acheté Shiba Inu pour 7 000 $. Ils ont mis de l'argent ensemble. Et en 2 semaines, ils sont devenus millionnaires avec 7 000 $ d'investissement. En 2 semaines. Shiba Inu est monté une fois. Et ces gars, quand ils donnaient leur témoignage, ils n'en revenaient pas parce qu'ils étaient nouveaux à la crypto. Ils venaient juste de découvrir la crypto. Et je ne sais pas quel genre de recherche ils avaient fait pour trouver que Shiba Inu, c'était la crypto sur laquelle il fallait investir à l'époque. Il y a de cela quelques années. Et ils ont fait le bon choix et ils se sont retrouvés où ils se sont retrouvés. Aujourd'hui, c'est des multimillionnaires grâce à la crypto-monnaie. C'est pour cela que je disais que la crypto-monnaie, quand vous comprenez et vous en tirez véritablement profit, avec prudence, bien sûr, vous pouvez devenir millionnaire du jour au lendemain. Mais Dieu merci, nous avons déjà dans notre groupe sur cette plateforme Renbnb, qui est une opportunité que nous avons étudiée et que nous nous félicitons d'avoir, n'est-ce pas, pu faire sortir ces genres d'études-là et nous avons trouvé que nous pouvons, nous,
nous investir dans Airbnb. À tous ceux qui m'entendent, si vous n'êtes pas encore dans Airbnb, allez faire vos recherches et prenez votre décision parce que nous avons pris la nôtre. Et Airbnb est positionné pour payer à ses membres des millions de dollars sur un investissement de combien? Sur un investissement de maximum $300. Donc voilà, merci. Je pense que je vais m'arrêter ici et l'enfant m'a déjà signalé que mes étrangers étaient là. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Fernand. Comme d'habitude, nous avons été bien servis. Nous te remercions pour ton sacrifice, pour ton savoir-faire, pour ta persévérance parfois silencieuse qui nous encourage aussi beaucoup. Vraiment, merci. Merci beaucoup encore pour ce soir, pour ce nouveau sujet de formation pour ce samedi. Et nous espérons dans les semaines à venir continuer parce que c'était très, très palpitant. Merci beaucoup, Fernand. Nous allons te laisser pour aller t'occuper de ta famille et de tes bien-aimés qui sont venus à la maison. Merci. Je D'accord. sais que nous avons d'autres, je ne sais pas si tu les as fait co tous. Je vais regarder.